personnification de la mort dans la mythologie grecque. Merde, j'étais sur le point de trouver. Bon, on a quoi là? Une prise d'otage dans une banque. Et le type menace, si on n'accepte pas ses conditions, de tuer la moitié de ses otages d'un claquement de doigts. Ça ne vous rappelle rien? Et si le plus grand méchant de Marvel n'était pas vraiment un méchant? Thanos a détruit la moitié de l'univers, mais selon lui, c'était nécessaire. Mais avait-il raison? Tuer pour sauver. Cette opposition fait de Thanos, le titan fou, l'un des antagonistes les plus complexes, selon moi, de l'histoire du cinéma. Alors, qui est-il? Thanos apparaît pour la première fois en février 1973 dans le comic book Iron Man numéro 55 sous la plume de Jim Starlin, à qui l'on doit aussi le personnage de Dreadstar, que l'on connaît moins, mais il a aussi bossé sur Le Surfeur d'Argent, Captain Marvel et Adam Warlock. Au début, il voulait s'inspirer d'un personnage déjà existant, Metron, mais l'éditeur lui a dit de plutôt se calquer sur un méchant arrivé un peu plus tôt chez les concurrents d'en face. Pour ceux au fond de la classe qui n'ont pas suivi, je parle des éditions d'ici. Darkseid. Vous trouvez vraiment une ressemblance? Ouais, bon d'accord. Thanos vient de la planète Titan et appartient au peuple des Éternels. Mais il est né avec une différence, une mutation, qui le rend physiquement monstrueux aux yeux des autres. Dès son enfance, il est rejeté, isolé, et se sent à part. Cette exclusion va profondément marquer sa vision du monde. Sur Titan, Thanos observe un problème majeur. Trop de population, pas assez de ressources. Il propose alors une solution radicale, éliminer une partie de la population au hasard, pour sauver la planète. Et on voit déjà par cette proposition que Thanos n'agit pas par vengeance, folie ou quelque autre motivation personnelle. Il propose le hasard, ainsi il n'y aurait pas de discrimination. Tout le monde serait à égalité devant la mort. Mais personne ne l'écoute, et ses idées sont jugées cruelles, immorales. On commencera alors à le surnommer le Titan fou. Titan finit tout de même par s'effondrer et disparaître, ce qui, aux yeux de Thanos, prouve qu'il avait raison. Il va même plus loin dans cette réflexion. Pour lui, l'univers entier est condamné à faire la même erreur. Pas assez de ressources pour tout le monde, il doit donc agir. Contrairement à beaucoup de méchants, il ne cherche donc ni l'argent, ni le pouvoir, ni la vengeance, ni aucune domination. Il se voit comme un sauveur. Il a l'intime conviction qu'il se sacrifie en se lançant dans cette mission de sauvetage de l'univers. À ses yeux, il se sacrifie car il est le seul à avoir le courage de prendre de telles décisions, et que pour lui la survie passe avant la morale. Il se met donc en tête de supprimer la moitié de toute vie. Et c'est là que le malaise commence. Sa logique est compréhensible, mais ses méthodes sont quand même inacceptables. Ah bah si, quand même. Donc, pour appliquer son plan à l'échelle de l'univers, Thanos se met en quête des 6 pierres d'infinité. La pierre de l'espace, la pierre du temps, la pierre de la réalité, la pierre de l'esprit, la pierre du pouvoir, et enfin la pierre de... C'est comme les 7 nains ou les rois mages. On en oublie toujours un. Ah oui, la pierre de l'âme. Réunie alors sur le gant de l'infini, elle lui confère un pouvoir absolu. Ce gant symbolise une chose très importante, le danger de confier un pouvoir illimité à une seule personne convaincue d'avoir raison. Dans Avengers Infinity War, Thanos est au centre du film. On suit son parcours, ses combats, et surtout, il gagne. Il bat les Avengers non seulement par la force, mais aussi par l'intelligence et la stratégie. La scène la plus marquante reste celle avec Gamora, sa fille adoptive. Il l'aime tellement, il en verse même des larmes, et pourtant il se résout à la lancer du haut de cette falaise pour qu'elle meure, et ainsi il puisse obtenir la pierre de l'âme. En quelque sorte, lui aussi il se sacrifie. Cela montre bien sa détermination, son sentiment de sacrifice, et jusqu'où il est prêt à aller pour son objectif. À la fin du film, Thanos claque des doigts, la moitié de l'univers disparaît,
Et pour la première fois chez Marvel, le méchant gagne. Dans Avengers Endgame, le monde est brisé. Thanos, lui, est en paix. Il s'est trouvé une petite planète, un petit coin de campagne, avec un jardin où il fait pousser ses légumes et ses fruits, et il habite dans un petit cabanon en bois. Preuve qu'il n'avait aucune volonté de diriger l'univers. Il considère l'avoir sauvé, alors il se retire. Mission accomplie. Mais lorsque les Avengers, je dirais plutôt ce qu'il en reste, essaient d'aller dans le passé pour modifier les choses, ce Thanos du passé comprend ce qu'il a accompli dans le futur, mais que ces Avengers essaient de contrecarrer. À ce moment-là, il ne veut plus équilibrer l'univers, il veut le détruire pour le recréer entièrement. On comprend alors une chose essentielle, Thanos n'accepte aucune opposition. Il ne supporte pas l'idée d'avoir tort. Il ne se remet jamais en question, pas une seule seconde. La fin, vous la connaissez. Les Avengers lui mettent une raclée au prix du sacrifice de Tony Stark. Moi, je suis Iron Man. Thanos est mémorable parce qu'il a une vision cohérente. Il pose une vraie question morale et il oblige le spectateur à réfléchir. Il nous confronte à une question dérangeante. Peut-on faire le mal pour le bien universel ? Le danger n'est pas seulement la violence, mais la certitude d'avoir raison. Pourtant, dans le film qui a suivi, Marvel nous donne une explication qui justifie la mission de Thanos. Vous ne voyez pas ? Dans Les Éternels, qu'apprend-on ? Tout simplement que la population est arrivée au seuil suffisant pour le réveil d'un céleste, et ce réveil provoquera la disparition de la Terre, en toute détente. Et donc, avec son snap, en détruisant 50% de la population, Thanos reculait l'émergence, le réveil de ce céleste. Il avait alors sauvé la Terre. Et vu que ces andouilles d'Avengers ont fait revenir tout le monde, la Terre est en danger. Alors, qui a raison ? Qui a tort ? Qui essaie vraiment de sauver notre planète ? Peut-on dire que Thanos est un défenseur de la vie en général, alors que les Avengers sont des défenseurs de la vie individuelle ? En son temps, le dramaturge Corneille posait déjà un problème insoluble. Rodrigue devait laver l'honneur de sa famille en tuant un homme, mais en tuant cet homme, il se sacrifiait en perdant la femme qu'il aimait, son amour absolu, dont l'homme en question était le père. Thanos accepte de se sacrifier, de prendre des décisions extrêmes, de passer pour l'assassin, le meurtrier, le méchant interplanétaire pour sauver l'univers. Mais n'y a-t-il pas une autre solution ? Thanos n'est pas un simple méchant. C'est le symbole d'une idéologie poussée à l'extrême. Il veut sauver l'univers, mais en oubliant ce qui en fait sa valeur, le choix, la liberté, et surtout la vie. Et c'est pour ça que, oui, j'aime Thanos. Bon, concernant ce dossier, je suis sûr que c'est du bluff. Les otages ne sont absolument pas en danger. Ce n'est certainement qu'un client qui, mécontent, aurait pété les plombs et qui aurait agi par opportunisme. Ils n'ont qu'à envoyer les forces spéciales et on n'en parle plus. Moi en attendant, j'ai mieux à faire. Maintenant avec Thanos, plus que jamais, le bien ou le mal, tout n'est qu'une question de perspective.